voulait poursuivre avec des cas les plus concrets possibles. On voulait avoir un certain nombre de retours d'expérience, alors très divers. Vous allez avoir des entreprises privées, vous allez avoir des chercheurs, des médecins, des scientifiques qui vont venir nous apporter leur expérience, nous dire en quoi la simulation numérique en santé a transformé ou est en train de transformer leur pratique, la façon dont ils travaillent. Alors ça va de comment on apprend à mieux suivre un patient qui souffre d'un cancer, à l'accompagner du début de sa maladie à la fin. Ça sert aussi, on va le voir, à former des médecins militaires, des outils de simulation pour être formé, parce qu'un médecin ne sait pas s'il va se retrouver sur une frégate dans le Pacifique ou dans une zone de guerre à Kaboul. Enfin voilà, on va avoir un certain nombre de témoignages. Je vais appeler sans plus attendre notre première invitée, Isabelle Pitois. On peut l'applaudir, Isabelle Pitois. Bonjour Isabelle. Isabelle Pitois, responsable du pôle adhésion thérapeutique et bon usage chez AbbVie. Alors on va commencer, on parlait de la simulation numérique au service du patient, là on est en plein dedans, puisque vous allez nous parler d'observance. L'observance thérapeutique, c'est un enjeu médical gigantesque, je crois que c'est un patient sur deux, c'est ça qui n'est pas observant, qui ne suit pas son... C'est à peu près ça. À peu près ça. Hein. Donc enjeu pour le patient, parce qu'évidemment c'est lui le premier à en souffrir. Enjeu économique aussi, massif, ce sont des milliards d'euros d'économies potentielles si l'observance, si les traitements étaient un petit peu plus suivis. Et la simulation numérique a des outils peut-être pour nous aider, vous allez nous en parler. Effectivement, alors en fait, juste avant de commencer, je voulais vous dire que le patient en fait est bien au centre en fait des missions chez AbbVie. Et il y a un peu plus de 2 ans, AbbVie a créé une direction dédiée aux patients, avec comme objectif en fait de bien connaître le parcours de soins des patients, d'identifier les étapes de ce parcours de soins un petit peu sensibles, de façon en fait à pouvoir lui proposer des outils aux patients ou aux professionnels de santé, des outils qui permettent d'optimiser l'adhésion thérapeutique et de favoriser le bon usage du traitement. Alors aujourd'hui on parle d'observance, on devrait parler d'adhésion thérapeutique plus que d'observance, mais j'ai laissé sciemment le mot observance. L'adhésion thérapeutique aujourd'hui, en fait, elle est basée sur la relation et la collaboration entre les professionnels de santé et le patient, de façon en fait à proposer une approche médicale qui est vraiment en cohérence avec l'environnement du patient, que ce soit l'environnement professionnel, l'environnement familial ou l'environnement social. Donc on parle davantage aujourd'hui d'adhésion thérapeutique parce que finalement l'observance n'est qu'un moyen quantitatif d'évaluer le suivi d'un traitement. Donc juste pour vous dire en fait 2 mots, en 2014, l'IMS Health a publié un rapport qui montrait effectivement que le niveau moyen d'observance sur 6 pathologies qui étaient étudiées, qui sont l'ostéoporose, qui sont l'insuffisance cardiaque, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, etc., sur 6 pathologies chroniques, dans ce rapport d'IMS Health, le niveau moyen d'observance était de 40%. D'une façon générale, dans les maladies chroniques, il est effectivement de 50%. Alors, les conséquences, elles sont avant tout médicales, avec un impact qui est direct sur la santé du patient, avec des conséquences médicales, des conséquences psychosociales, et aussi une qualité de vie du patient qui est impactée. Mais on l'a vu aussi tout à l'heure, les conséquences, elles sont aussi économiques. Et le rapport d'IMS Health, en fait, montrait, en tout cas, évaluer le coût de la mauvaise observance à 9 milliards d'euros par an, uniquement sur ces 6 pathologies dont je viens de parler. Donc c'est effectivement un enjeu important, mais on ne peut pas faire porter en fait la responsabilité d'une mauvaise observance uniquement aux patients. C'est pas juste, absolument pas juste, parce que prendre un médicament, ça n'a strictement rien de naturel. Et les causes d'une mauvaise observance sont multiples. Lors de la conférence citoyenne du CIS, le collectif interassociatif sur la santé en juin dernier sur le sujet, il a vraiment été en fait le levier principal pour améliorer l'adhésion thérapeutique. Ça ne peut passer que par la relation entre les professionnels de santé et le patient. Alors pourquoi ? Parce que bien évidemment, plus le malade est informé sur sa maladie, sur les conséquences qu'elle va pouvoir avoir sur sa vie familiale, professionnelle, plus il est informé sur les différentes stratégies thérapeutiques qui vont pouvoir lui être proposées, les objectifs de guérison ou de rémission,
sur comment prendre le traitement, la posologie, la gestion des effets indésirables, le patient, pour être adhérent à son traitement, il a besoin de ces informations. Il a plein de façons de les avoir, ces informations, mais la première et la plus directe, et je dirais la plus fiable, ce sont les professionnels de santé qui le lui donnent. Et les professionnels de santé, en fait, je dis professionnels de santé dans le sens large, c'est-à-dire ça peut être le médecin traitant ou le médecin spécialiste, ça peut être une infirmière d'éducation thérapeutique, ça peut être le pharmacien ou toute autre personne. Plus cette information est relayée par un grand nombre de professionnels de santé, plus elle est répétée au patient, plus le patient aura des chances de bien comprendre en fait sa pathologie et d'être adhérent. Il y a à peu près 1 an et demi de cela, on a mis à disposition sur le marché, il y a eu plusieurs médicaments qui ont été mis à disposition des patients dans l'hépatite C. Ce sont des nouveaux traitements qui sont considérés comme faciles à utiliser, donc faciles à suivre. Et chez AbbVie, on s'est dit que peut-être le risque en fait, de ces nouveaux traitements, en comparaison avec les anciens traitements, le risque pouvait être un risque de banalisation qui pourrait entraîner en fait une mauvaise observance du patient parce que tellement simple que finalement on ne passe pas beaucoup de temps pour l'expliquer. Donc on a décidé de mettre à disposition des professionnels de santé un serious game qui montre l'impact de la qualité du dialogue entre le professionnel de santé et le patient sur l'observance du patient. Optimisez l'observance de vos patients dans le traitement de l'hépatite C chronique. Addevi, un simulateur de consultation innovant, vous permet de suivre vos patients et améliorer l'observance de la consultation jusque dans le quotidien. En consultation, vous posez le diagnostic, l'annoncez à votre patient et vous lui proposez un traitement. Mais qu'a-t-il compris de sa maladie, de son traitement? Saura-t-il le gérer au quotidien? Dialoguez avec lui, faites des choix et voyez leur impact sur les indicateurs d'observance. Une fois chez lui, le patient bénéficiera aussi de vos conseils pour faire face aux obstacles à la bonne prise de son traitement. Gagnez l'adhésion de votre patient pour maximiser ses chances de guérison. Voilà, donc comme vous le voyez, effectivement, en fait, ce jeu vidéo, alors en fonction des personnes que j'ai devant moi et à qui je le présente et qui jouent, en fait, j'appelle ça soit un serious game, soit un jeu pédagogique, parce que je trouve que le mot pédagogique est important, en fait, dans Addevi. En fait, ce jeu, il est basé sur 2 cas cliniques, mais je préfère parler de 2 patients qui s'appellent Véronique et Victor. Ils ont des noms, ce sont des patients, des vrais patients, qui sont 2 profils de patients extrêmement différents. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, le jeu va permettre de répondre aux problématiques, aux interrogations, aux inquiétudes de ces 2 patients. Et finalement, c'est pas le patient qu'on pourrait croire le plus observant qui va l'être et qui va arriver à la guérison à la fin. Tout va dépendre du choix qu'aura fait le joueur, le participant à Addevi. Il va pouvoir en fait choisir des formulations de réponses. Le fond sera toujours le même, sera toujours bon, mais il va pouvoir choisir dans différentes formulations de réponses. Et en fait, en fonction du profil de patient, il va voir directement l'impact que ces réponses ont sur 4 critères d'observance qui sont la confiance du patient en son médecin, le niveau de sérénité du patient, la compréhension qu'il a de son traitement et l'impact que ça aura sur son environnement. On va regarder tout de suite. J'ai quelques secondes encore sans le son, il me semble, juste pour vous dire, finalement qu'il s'agit d'une consultation, donc une simulation de consultation, avec une partie dossier médical et toutes les informations dont un professionnel de santé a besoin pour bien connaître son patient, que ce soit les résultats d'examen, l'examen clinique, la possibilité de prescrire des examens complémentaires et éventuellement de prescrire des traitements. Tout ça fait partie de la consultation. Mais la deuxième partie en fait, de ce jeu vidéo, c'est sur le dialogue. Pour faciliter votre sommeil, Monsieur Lefranc, je peux vous proposer un traitement. Encore un médicament? Parce que c'est déjà pénible de prendre ceux pour l'hépatite tous les jours. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, là, le joueur a la possibilité finalement de choisir parmi 2 formulations et il va voir, voilà, il va choisir. Vous ressentez une lassitude dans la prise de vos médicaments? Ah oui, c'est pénible à prendre ces médicaments. L'idée de devoir en prendre encore pendant plusieurs semaines, ça me paraît difficile, hein, et je veux pas en plus devenir dépendant à un somnifère.
l'idée de devoir en prendre encore pendant plusieurs semaines me paraît difficile et je veux pas en plus devenir dépendant d'un somnifère. Comme vous voudrez, nous pourrons en rediscuter à la prochaine consultation si vos problèmes de sommeil continuent. Je vais quand même essayer votre médicament, hein, si ça peut m'aider à dormir, mais si ça marche pas, moi j'arrête tout. Hein. Ce serait dommage. C'est la première fois que vous négativez votre charge virale de l'hépatite C. Vous avez de grandes chances de guérison. Et quand j'aurai terminé le traitement, après je serai plus fatigué ? Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment en fait sur la qualité du dialogue qu'on joue, et en fonction des réponses données, on a les résultats, en fait, l'impact que ça a sur le patient tout de suite. Et après, en fait, le professionnel de santé a la possibilité de suivre son patient chez lui, de façon à mieux connaître son environnement. À la fin de chaque consultation, il y a un bilan d'observance qui est proposé avec les points clés favorables à l'observance à retenir, et l'intégralité en fait du dialogue et des choix est montrée aux joueurs avec des commentaires. C'est tout le côté pédagogique en fait d'Adévi. Donc juste pour conclure en une phrase, il y a eu plusieurs cibles en fait qui ont eu l'occasion de jouer à Adévi. Ça va bien évidemment des étudiants en médecine et en pharmacie, des élèves infirmières, des médecins, des pharmaciens, des équipes multidisciplinaires, et on a eu un très très bon, à chaque fois de très très bons retours, à la fois parce que ce jeu est extrêmement facile à utiliser, à la fois aussi pour l'originalité de l'approche, c'est la première fois qu'ils ont ce type de jeu à leur disposition, mais aussi sur la qualité pédagogique. Et pour les professionnels de santé et les équipes multidisciplinaires qui l'ont utilisé et qui sont plus expérimentés, on va dire, ça a donné lieu à des échanges au sein même des équipes qui étaient particulièrement intéressants. Donc finalement, les progrès à faire sur ce type de serious game, ce serait de développer plus de cas cliniques dans d'autres pathologies, afin d'aller un petit peu plus loin et d'en faire aussi un outil de perfectionnement, et pas seulement un outil de formation pour les étudiants. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Eh bien, je vais appeler notre prochain intervenant, le docteur Didier Ménessier, qui est ici, voilà. Ah ben, parfait, il est juste à côté du pupitre en plus. Bonjour docteur. Alors je précise pour tous nos intervenants à venir, je ne l'ai pas dit au départ, en fait on a voulu mettre en place un format un peu pitch startup, vous voyez, format un petit peu court. Je vais demander à tous nos intervenants de faire très attention au temps, parce qu'on a beaucoup de personnes, on ne voudrait pas exploser les timings. Voilà. Bon, vous êtes médecin militaire, donc je vous fais confiance. Pas de problème, ça va être... Vous, ça devrait aller. Donc, médecin militaire, je disais, directeur du Centre de traitement de l'information médicale des armées aussi. Profil intéressant, effectivement. Alors, je le disais en introduction, c'est les outils de simulation numérique dans la médecine des armées. J'imagine que ça a un intérêt particulier parce que quand on est médecin militaire, on ne sait pas où on va être affecté forcément. Et il y a des cas qui sont extrêmement, extrêmement divers. J'imagine que c'est l'un des intérêts. Voilà, tout à fait. Donc je suis très content de pouvoir un petit peu plus parler de mon véritable cœur de métier, parce que beaucoup de gens me connaissent plutôt dans les hashtags Club Digital Santé, médecin geek, mais je suis médecin militaire et je suis très heureux de vous faire partager mon véritable cœur de métier et de vous montrer justement des éléments peut-être un petit peu plus discrets, parce que c'est plutôt au sein de la défense, mais qui vous montrent un petit peu notre spécificité et surtout l'importance pour nous justement de la formation et de la simulation dans notre spécificité. Donc je vais parler vraiment concret, hein, donc on va aller vraiment dans une mission extérieure où j'étais présent et vous montrer un petit peu l'intérêt de la simulation. Donc je suis donc au sein du service santé des armées, plutôt dans les systèmes d'information. C'est essentiellement, ça je voulais préciser, l'école du Val-de-Grâce qui gère, et je fais un peu le lien avec l'école du Val-de-Grâce pour vous présenter les différents éléments. Alors, le contexte important, là je vous prends un exemple concret, c'est l'Afghanistan. Afghanistan, nous sommes restés assez longtemps. Là je vous présente le camp de Warhouse, hein, c'était l'hôpital franco-allemand qui était installé, ce qu'on appelle du métallo-textile. Donc c'est un niveau 3, donc c'est un véritable petit hôpital avec, vous avez vu, donc pas mal de 3 blocs opératoires, 8 postes de réanimation, 20 lits d'hospitalisation. Donc c'est vraiment notre cœur de métier, et c'était nous qui soutenons les forces armée et bien sûr surtout la population civile.
Si on prend l'exemple concret justement du 24 octobre 2007, il y a eu une explosion, même si la presse n'en parlait pas régulièrement tous les jours, mais là c'était un petit peu plus important puisque c'était un car, un bus avec 27 personnes, et on a vu arriver le matin, à 7h30 du matin, 27 blessés. Donc là, on arrive vraiment dans la spécificité militaire, c'est-à-dire c'est du triage, et il faut gérer l'ensemble et la totalité des blessés. Donc là, vous pouvez voir un petit peu les photos. Donc là, bon, j'ai mis des photos bien sûr soft. Vous pouvez voir l'exemple concret un petit peu. Là, je reprendrai dans les suites un petit peu du 13 novembre dernier. Vous voyez, les patients sont numérotés, on n'a pas l'identité. Donc c'est vraiment une spécificité assez militaire et qui permet de gérer la totalité des blessés avec un triage qui est quand même assez particulier justement, puisque la plupart, nous sommes formés pour le triage, mais justement, l'intérêt, c'est la simulation dans ce domaine-là. Parce que quand on se retrouve avec 27 blessés, il faut savoir définir ce qu'on appelle les différents niveaux de gravité, voire même les niveaux de gravité où on considère que l'on ne va pas agir, puisqu'on va perdre des chances pour les autres blessés. Donc la formation, bien sûr, pour cette spécificité, c'est une formation spécifique. Donc là, je vous ai montré les différents centres qui existent à l'école du Val-de-Grâce. Vous voyez, donc c'est assez important. On va surtout insister un petit peu sur ce qui existe au niveau du centre d'enseignement de simulation de la médecine opérationnelle. Donc il y a des formations spécifiques qui sont fournies par l'école du Val-de-Grâce. Donc déjà pour tous les combattants qui partent en mission extérieure doivent pouvoir aider et secourir un de leurs camarades blessés. Et donc il y a des sauvetages, des niveaux de sauvetage au combat, donc le niveau 1, où tous les soldats font des jeux de rôle, où c'est de la simulation. Donc là, il n'y a pas de mannequins, c'est des collègues à eux qui font les blessés. Mais c'est surtout important, il faut savoir extraire le blessé, le prendre en charge, mettre un garrot. Donc ça, dans toutes les armées, ça existe, mais c'est important qu'il y ait une simulation là par usage de jeux de rôle. Après, il y a le niveau 2. Le niveau 2, là, c'est un peu plus spécifique. Donc, c'est vraiment les brancardiers secouristes et les équipes médicales. C'est-à-dire que les blessés sont extraits, il faut savoir les prendre en charge. Et là, on fait intervenir la simulation par les mannequins à haute fidélité, puisqu'on va intervenir, à vrai dire, c'est de l'urgence, hein, c'est de la réanimation, enfin, c'est des premiers recours. Et donc, c'est vraiment l'apprentissage des méthodes d'évaluation clinique et vraiment l'application d'armes décisionnelles. Il faut aller vite, puisqu'on sait qu'en règle générale, le combattant blessé, si malheureusement décède, c'est dans les 2 premières heures. Donc c'est vraiment extrêmement important de le prendre en charge immédiatement et dans de bonnes conditions. Après, nous avons même le niveau 3. Donc le niveau 3, là, ça rejoint les équipes médicales, où là, bien sûr, les équipes médicales s'entraînent aussi avec une simulation. Donc là, on peut voir dans une tente qui représente, en fin de compte, typiquement une unité aéroportée en bloc chirurgical, et avec en même temps les mannequins à côté. Donc c'est pas une personne, hein, c'est un mannequin à côté. Hein, tout ça, je vous ai montré. Et où là, on voit un simulateur de tâches pour la trachéotomie, ce qu'on appelle la coniotomie, hein, c'est-à-dire quand il y a des blessés au niveau facial, il faut pouvoir intervenir pour libérer les voies aériennes, et donc on fait ce qu'on appelle une trachéotomie à l'aveugle. Donc là, les mannequins permettent d'appréhender et de faire un apprentissage, et plus on le fait en simulation, plus on est à même justement de pouvoir réaliser ce geste beaucoup plus simplement dans la vraie vie, sachant qu'il y a à côté le stress. Là, on va très loin, puisqu'il n'y a pas que le combat, il y a aussi tout ça, l'environnement avec, bien sûr, en zone de contamination. Donc là, il y a régulièrement des simulations pour, là, une intervention chirurgicale sur un mannequin en tenue NRBC. Donc vous voyez, donc c'est quand même très particulier, et si on n'a pas l'habitude, on peut être vite pris au dépourvu. Après, autre exemple là, mais là c'est pour montrer un petit peu justement compte tenu bien sûr malheureusement de l'ambiance actuelle avec les attentats justement du 13 novembre, le SAMU 94 vient à l'école du Val-de-Grâce maintenant et dorénavant pour justement apprendre tout ce qui est triage et damage control, qui est une particularité militaire. Donc vous voyez, il y a une coopération qui se crée totalement entre les différents centres de réanimation et SAMU. Après, un serious game pour les
prise en charge des transfusions sanguines, justement en opération extérieure, qui est un thème très particulier, puisqu'on n'a pas obligatoirement justement des poches de sang, donc il y a toutes les procédures où on peut faire des transfusions sur les demandes de donneurs. Donc là, vous voyez, c'est un serious game qui est très bien fait et qui permet d'appréhender, quand on prend en charge là-bas les différents blessés, on connaît après, avec cette simulation, les procédures à faire, avec tous les papiers à remplir, parce que malheureusement, bien sûr, il y a des papiers. Morphée, alors Morphée, c'est un peu particulier, je pense que vous connaissez peut-être de nom, hein. Donc ça, c'est un Boeing qui, dans certains cas, en cas d'afflux massif de blessés, et surtout de transport de l'étranger en métropole, un ensemble de 7 à 12 blessés. Et donc, il y a, là, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que quand on commande l'avion, il faut savoir exactement quels blessés on doit mettre, quel niveau d'urgence, comment on doit les ranger dans l'avion. C'est très très spécifique et les réanimateurs sont formés sur ce serious game pour appréhender d'emblée s'il faut ou pas demander le Boeing pour le truc. Après, on rentre un petit peu dans le... Donc là, ça va plaire un peu plus à Anthony. Donc là, on est dans plutôt le Call of Duty. Hein. Là, on est vraiment dans la simulation, on va dire jeu, mais jeu interactif. Donc là, vous n'avez pas le son, je ne vous ai pas montré le film. Là, c'est vraiment le SC1, donc c'est niveau 1 pour les combattants. Et donc, ils sont vraiment dans un Call of Duty. Il y a les tirs, il y a les bruits, et il y a leur collègue qui est blessé. Et donc, ils doivent d'abord trouver une zone sécurisée pour pouvoir le prendre en charge. Et parallèlement, amener les premiers soins, type mettre un garrot. Et le principe, on analyse après ce qu'ils ont fait. Ils reçoivent une médaille et on leur dit ce qu'ils ont à faire. Donc, ça permet vraiment pour le combattant d'avoir aussi pareil, avec le côté ludique, entre guillemets, surtout pour les jeunes générations, mais d'avoir une bonne formation actuellement quand ils partent en mission extérieure. Donc pour le futur, pour le service santé des armées, bon, bien sûr, il y a pas mal de projets. Là, je voulais juste vous donner un petit peu. Donc c'est vrai qu'il y a actuellement une collaboration étroite entre les Hospices civils de Lyon, l'école du Val-de-Grâce avec le projet SEMSAI, hein, qui est vraiment l'environnement immersif. Donc là, il y a des choses à faire. Le sauvetage au combat de niveau 2, voire niveau 3, on est en réflexion. Et là, on peut aller plus loin avec même de la réalité augmentée, donc ça, il y a beaucoup de choses à faire, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir faire une véritable simulation et genre un triage réel avec ce qu'on appelle, nous, un nid de blessés, avec 14 blessés, et on doit trier. Et ça, moi, je me rappelle quand je passais ma capacité de médecine catastrophe, il y avait 24 personnes étendues qui attendaient, c'était pas facile, et surtout pour organiser, alors qu'une simulation, on pourrait avoir accès rapidement. Et puis avec la société AMA, que vous connaissez probablement, qui ont la possibilité justement de travailler sur une lunette Google Glass, on a un petit peu étudié les moyens de possibilité justement de faire un petit peu une simulation en temps réel avec les lunettes pour, disons, faciliter justement le triage. Ou là, on voit l'exemple aux États-Unis, mais pour nous, pour les auxiliaires sanitaires, qui sont un peu les médics français. Voilà, je vous remercie de ce partage. Merci, docteur. C'est passionnant. Vous allez discuter avec les gens de chez Microsoft. On va voir HoloLens tout à l'heure. Là, c'est l'outil parfait là, pour les simulations dont vous parliez, pour l'avenir. Ouais, asseyez-vous, je vous en prie. On va passer à la suite. Alors, un petit interlude vidéo. On voulait avoir un autre retour d'expérience sur les traitements de certains cas complexes dans le domaine de l'ophtalmologie, notamment. On a voulu inviter Caroline Allemand. Alors, elle n'a pas pu être avec nous physiquement, mais elle nous a exposé un petit peu ses vues dans une petite vidéo que je vous propose de regarder. Caroline Allemand, qui est donc la directrice Business Unit Ophtalmologie chez Allergan. On va lancer la vidéo qui doit durer 4-5 minutes et l'écouter tout de suite. Allergan, c'est un partenaire historique en ophtalmologie depuis de nombreuses années. Et à ce titre, nous organisions depuis de longue date en fait, des réunions de formation médicale continue. Il faut juste savoir que le glaucome, c'est une pathologie extrêmement impliquante à la fois pour les patients, à la fois pour les médecins, parce que ça emmène les patients vers la cécité. Donc c'est une pathologie longue, insidieuse, complexe à prendre en charge, avec un besoin de formation médicale continue très important. Il faut quand même bien avouer que les formations que nous prodiguions il y a quelques années
commençaient à vieillir, de par leur format, des choses qui étaient très classiques avec un orateur, un slide kit, donc une réunion très conventionnelle et académique. Et on commençait vraiment à s'essouffler sur ce type de format. On avait ce cahier des charges de se dire on a besoin de quelque chose de très ludique. On a besoin d'être au plus proche des ophtalmologistes, de leurs préoccupations, de leur quotidien. Et puis on s'est dit une chose aussi très simple, c'est que finalement quand on réunit des ophtalmologistes le soir après une journée, on va dire, très chargée, de moins en moins d'ophtalmos, de plus en plus de patients, des consultations bondées, eh bien les ophtalmos, ils ont envie d'une chose, c'est d'échanger leurs pratiques, d'échanger entre eux, plutôt que d'avoir, entre guillemets, à subir un topo très académique, même si l'orateur est brillant. Voilà, on souhaitait quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus interactif, de très innovant aussi. Donc ça a été vraiment ce qui a généré et fait mûrir cette réflexion pour aboutir à un nouvel outil qui est l'outil iProgress. Moi, j'avais entendu parler de cette plateforme d'interaction healthcare, qui est une plateforme très interactive qui repositionne les participants dans un univers de consultation réelle, on va dire, mais sur iPad. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé? Finalement, ça consiste en quoi ce système? On recrée les conditions d'une consultation normale, c'est-à-dire qu'on va suivre un patient consultation après consultation. Donc, vous pouvez voir le patient en salle d'attente, vous pouvez voir le patient qui arrive dans le cabinet d'examen, le cabinet médical, avec tous les appareils qui sont reproduits, les appareils dont dispose un ophtalmologiste, que ce soit une lampe à fente, un tonomètre à air, un OCT et j'en passe. Donc il va pouvoir finalement avoir exactement les mêmes conditions et les mêmes résultats d'examen que ce qu'il peut avoir en consultation. Donc, ce qui est vraiment intéressant parce que ça permet de suivre le patient consultation après consultation, ça permet également de choisir des traitements thérapeutiques, ça permet également à l'ophtalmologiste de pouvoir prescrire aussi d'autres examens complémentaires, comme dans la vie réelle. La démarche avec cette plateforme iProgress est extrêmement intéressante puisqu'on se situe dans une démarche qui est complètement différente. Si on regarde ce qu'on faisait auparavant, on avait un orateur avec une présentation très académique qui donnait plutôt des conseils sur une situation clinique donnée. Quand on regarde ce qu'on peut faire avec iProgress, on est dans une démarche pédagogique qui est plutôt une démarche apprenante. L'objectif, c'est plutôt de s'adresser aux médecins qui sont autour de la table et de leur demander ce qu'ils auraient fait dans la situation clinique donnée, dans le cas clinique qui est adressé. Donc finalement, ça fait réfléchir tout le monde et l'objectif, ce n'est pas de donner des conseils sur ce qu'il conviendrait de faire, mais c'est bien d'engager le débat pour que chaque participant puisse échanger, demander conseil, pourquoi pas, mais surtout confronter sa pratique avec la pratique de son confrère. Et ça, c'est extrêmement différent, c'est extrêmement riche, à la fois pour nous, parce que ça nous donne aussi un objectif et une information très précieuse sur la pratique, ça nous permet d'être au plus proche des attentes de nos médecins par la suite. Et pour les médecins, finalement, c'est ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, ils sont seuls dans leur cabinet tous les jours, et ce qu'ils souhaitent, c'est véritablement échanger avec leurs confrères, chose qu'ils font rarement au cours des congrès. Ils sont surtout dans des, on va dire, dans des sessions beaucoup plus descendantes, dans une démarche qui est plus, on va dire, académique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'on a lancé ce programme il y a maintenant 6 mois. On aura pu former en 6 mois 900 médecins, autour de 70 réunions environ. Donc le retour, il est tout simplement génial. Beaucoup d'interactivité, un caractère ludique. Le côté moderne qu'on souhaitait aussi apporter à nos programmes de formation médicale continue. Alors il est important de bien former les orateurs, bien sûr, pour qu'ils se dédouanent aussi de toute la manipulation de l'outil, mais une fois que l'orateur a bien l'outil en main, j'ai envie de dire que c'est son talent qui fait aussi la différence. Et on a des réunions qui sont très intéressantes. Les médecins en redemandent, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs cas cliniques à leur proposer, donc ça permet aussi de fédérer un groupe de médecins au cours de plusieurs réunions, donc de plusieurs cas cliniques. L'avantage de la plateforme, c'est de pouvoir travailler à partir de vrais cas patients. Bien entendu, pour respecter le secret médical, toutes les données concernant le patient ont été anonymisées
dans tous les examens cliniques et dans toutes les consultations. C'est un format qui est différent et progresse. Alors c'est différent parce que c'est sur iPad, hein. Ça attire toujours beaucoup plus les médecins parce que c'est un support qui est plutôt ludique, qui est très clair au niveau de la qualité des images. On est sur une pathologie qui utilise beaucoup l'imagerie, donc l'analyse des fonds d'œil, l'analyse du nerf optique, tout ça, donc on a vraiment une très belle qualité d'image sur les iPads. C'est un caractère très ludique et puis j'ai envie de dire que ce qui fait aussi la différence, c'est l'échange des pratiques. L'échange sur des cas réels. Voilà, ce sont des cas patients, c'est leur vraie vie, c'est ce qu'ils voient tous les jours dans leur cabinet. Et c'est une occasion unique pour eux de s'exprimer aussi, de poser les questions, parce que bien souvent dans leur pratique, ils n'ont personne à qui ils peuvent poser les questions, donc de poser les questions de façon anonyme à travers des quiz aussi anonymisés. Donc tout ça fait que la réunion se passe extrêmement bien et qu'on a réussi déjà à faire plusieurs groupes, enfin plusieurs réunions avec un même groupe. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que maintenant l'outil continue à vivre et on recrée des cas cliniques, mais maintenant que tout le monde a vu l'intérêt de cet outil et le succès qu'il a, bon, c'est quelque chose qui est maintenant très bien rodé chez nous en tout cas, parce qu'on voit l'intérêt et l'impact. Merci à Caroline Allemand. On peut l'applaudir, elle n'est pas là, mais on peut l'applaudir quand même. Merci à elle pour ce témoignage, pour ce retour d'expérience. Je vais appeler Sophie Campion sur scène avec moi. Sophie Campion, chef du projet e-santé chez Interaction Healthcare et pharmacien. Alors c'était intéressant d'avoir, on peut l'applaudir aussi, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors c'était intéressant d'avoir le point de vue du pharmacien justement sur cette question de la simulation numérique en santé. Alors vous vous occupez plus particulièrement chez Interaction, vous, de Medicactive, hein, c'est ça qui est la plateforme, Jérôme dit l'iTunes de la simulation numérique en santé, mais c'est un peu ça, l'image parle d'elle-même, c'est exactement ça. Donc c'est une plateforme en fait qui permet de créer des cas cliniques. Bon, vous allez nous en dire un petit peu plus. Tout à fait. Allez-y, je vous laisse la parole. parole. On va pas tout dévoiler tout de suite. Voilà, exactement. Donc mon but aujourd'hui va être vraiment de vous livrer un témoignage et un retour d'expérience sur les nouveaux modèles de diffusion et de partage de cas cliniques, comme justement Medicactive. Donc je vais vous montrer une vidéo de présentation. Donc Medicactive, c'est une plateforme de création, diffusion et partage de cas cliniques virtuels 3D. C'est vraiment donc, la simulation numérique est un outil pédagogique innovant qui est le maillon indispensable entre la théorie et la pratique. Les professionnels de santé vont pouvoir se former dans un univers immersif et réaliste. Et ces formations sont donc disponibles pour tous les professionnels de santé. Et cette plateforme propose donc 2 solutions pour créer des cas cliniques. Donc sur mesure, avec nos experts donc, du département Sim4Health, ou avec l'outil d'éditeur de cas cliniques en ligne Patient Genesis. Vous pouvez vous former n'importe où, que ce soit à domicile, dans les centres de formation, dans les universités ou même lors de congrès. Et donc le but pour la formation initiale, ça va être vraiment de permettre aux étudiants d'avoir accès à des cas cliniques dans différentes spécialités pour pouvoir aborder les différents aspects de leur futur métier. Donc le raisonnement clinique, mais aussi les procédures et aussi la mise en pratique des guidelines. Et ensuite, on va bien sûr avoir donc, la synthèse et le débriefing pour pouvoir suivre les connaissances et pour pouvoir améliorer leur pratique ensuite. Pour la formation continue, la répétition des gestes et l'évolution, donc le suivi de l'évolution des scores va pouvoir permettre aux professionnels de santé de maintenir un niveau de connaissances, mais aussi pouvoir les mettre à jour. Et aussi, au fur et à mesure, donc, de renforcer l'expertise dans leur domaine. Donc l'ambition de cette plateforme est vraiment de diffuser au plus grand nombre et à tous les professionnels de santé cette technologie, cette pédagogie innovante, tout en favorisant la dimension collaborative, qui est vraiment très importante dans cette plateforme. Et donc pour vous donner un exemple, on va vous montrer une vidéo d'un projet de simulation qui est axé soins infirmiers donc pour des IFSI, donc des institutions de formation en soins infirmiers. Et donc ce projet de simulation donc, montre vraiment l'ambition de cette plateforme d'être ouverte vraiment à tous les professionnels de santé. Donc c'est un projet financé par l'ARS Île-de-France pour 4 IFSI
au sein du laboratoire Lab4Sims de l'hôpital Bicêtre. C'est un projet qui contient donc 4 cas cliniques pour les étudiants infirmiers, et on va vous montrer aujourd'hui une démonstration d'un cas clinique de suivi post-opératoire sur la chirurgie de la hanche. Donc on a 2 types d'interactions dans ces cas cliniques, à la fois les déplacements, donc avec l'icône de pas, et aussi les actions, à la fois sur le patient et sur les éléments du décor, qu'on voit avec l'icône de la main, et on va pouvoir suivre donc les constantes vitales du patient, mais aussi vérifier l'état donc de sa perfusion. Et on a aussi donc toute une batterie de tests qui va pouvoir permettre de vérifier l'état général du patient. Donc on va pouvoir vérifier l'état de la conscience, mais aussi on va vérifier donc l'état des redons pour pouvoir vérifier la cicatrisation de la plaie et la survenue éventuelle d'une infection. Donc l'utilisateur va pouvoir mettre quel volume il voit dans les redons, vérifier aussi l'état de cicatrisation et de saignement via l'état du pansement. Et on va pouvoir aussi donc faire l'examen des pupilles, évaluer un score de Glasgow, mais aussi on va pouvoir consulter le dossier médical avec toutes les informations du patient et pouvoir échanger avec un médecin donc, par l'outil SAED, donc situation, antécédents, évaluation et demande. Selon ces actions, le patient a des points positifs ou des points négatifs, et le but à la fin, c'est d'avoir un score global pour pouvoir suivre l'évolution du patient et aussi l'évolution de ses pratiques et de ses connaissances. Toutes ces informations sont agrégées dans le dossier médical, et le dossier de soins qu'on va pouvoir y retrouver se met à jour et se remplit automatiquement en fonction des actions qu'on réalise dans le cas. On va pouvoir suivre le patient donc, sur différents états, et donc l'utilisateur va pouvoir effectuer 3 passages de surveillance. À la fin de chaque état, l'utilisateur va pouvoir choisir à quelle heure il va vouloir revenir voir le patient. Et pour conclure le cas, on a bien sûr une synthèse finale et un débriefing pour savoir ce qu'on a mal fait ou bien fait pendant le cas, bien sûr pour pouvoir s'améliorer dans la pratique. Ces cas sont diffusés en ligne, sur PC ou sur Mac, et aussi sur tablette pour les derniers modèles qui peuvent supporter ce type de programme. Donc c'est vraiment un projet de simulation de grande envergure et qui vient compléter les cas cliniques que nous avons déjà développés avec le laboratoire Lab4Sims pour les étudiants en médecine, mais sur les urgences neurologiques. Et donc on voit vraiment la mise en place de partenariats à long terme pour développer des solutions de formation pour tous les professionnels de santé. Et ces formations sont de qualité et vraiment complètes. Donc pour conclure mon propos, je vous propose de regarder une vidéo du retour d'expérience de Peggy Gatignol, qui est orthophoniste et docteur en neurosciences à l'hôpital de la Pitié. Quelle est votre vision de la simulation numérique en santé en général ? Alors, en général, je pense que c'est un atout considérable. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et que proposer quelque chose à la fois de novateur, mais à la fois extrêmement pertinent sur quelque chose de concret, sur une mise en situation pratique par rapport à une étude de cas, est quelque chose de fondamental pour la formation de nos étudiants futurs professionnels, mais aussi de nos titulaires, en vue d'une remise à niveau ou au moins une mise à niveau, oui, mais surtout une évaluation des pratiques professionnelles. Je pense que ça c'est considérable, avec une étude de cas en temps réel, à gérer à son domicile, à son cabinet. Ça c'est quelque chose de primordial. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre vision du projet Médicactive ? Alors, je vois quelque chose d'extrêmement exponentiel, Médicactive, avec l'apport d'une part du numérique, d'une part de tout ce qui est son et modélisation. Je crois que c'est l'avenir vitesse grand V, avec une facilité, une duplication pour une formation de haut niveau et un panel de patients ou de professionnels facilement exploitables. Ça, je pense que c'est le plus important dans les mois à venir. Ouais. Et
seraient pour vous les perspectives d'évolution de ce type de projet? Alors c'est pour l'instant extrêmement novateur dans le cursus du master en orthophonie, puisqu'on est passé en 2013 en réingénierie et en master 2, mais je compte bien me prononcer et le proposer à mes collègues tant au niveau de l'orthopsie qu'au niveau de la psychomotricité dans le cursus Jussieu. J'ai des premiers contacts déjà avec les sages-femmes et puis nous avons une réunion nationale des 18 centres de formation en orthophonie et peut-être que cette évaluation des pratiques professionnelles qui est nécessaire et obligatoire au niveau de notre bulletin officiel de notre décret en M2 eh bien, sera complètement virtuelle et en ligne grâce à la simulation numérique. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sophie Campion. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais appeler sur scène tout de suite notre invité suivant, Nicolas Quignou. Juste ici, on peut l'applaudir, Nicolas Quignou. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Donc Nicolas Quignou qui est responsable Medical Education, éducation médicale. Oui, tout à fait. Dans le mettre en français, chez Janssen. Alors, c'est intéressant parce que, alors là encore, comme avec Vidal, dans ma petite tête, un groupe pharmaceutique, c'est celui qui fabrique les médicaments. Tout à fait. Ouais. Jusqu'ici, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Après, tout ce qui concerne la relation entre le médecin et le patient, et donc la simulation numérique, pour moi, c'est un truc qui ne vous concernait pas du tout. Donc j'ai du mal à visualiser la façon dont vous vous insérez là-dedans. Donc expliquez-nous en quoi la simulation numérique, c'est un outil important et un outil que vous regardez de très près, si j'ai bien compris. Alors tout d'abord, merci à Jérôme pour cette invitation. Merci à toute l'équipe d'Interaction Healthcare. Donc nous, c'est une expérience qui a commencé donc, il y a 3 ans avec Interaction Healthcare. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est Medical Education. C'est vraiment tout ce qui est communication scientifique, médicale au niveau national, donc plus particulièrement en oncologie et en hématologie. Il y a quelques années, on a développé donc un médicament en oncologie et on s'est aperçu que c'est des domaines qui bougent très rapidement, où il y a beaucoup d'informations et notamment ce sont des domaines où il y a beaucoup de recherche clinique et ça avance très vite. Donc on s'est aperçu, nous, dans notre métier, il y a 2 axes forts. Hein. La première chose, c'est de permettre aux professionnels de santé d'avoir accès à l'information source, à l'information scientifique, donc des congrès internationaux, des congrès nationaux. Et la deuxième chose, c'est de permettre aux experts avec qui on travaille, aux sociétés savantes, avec l'ensemble donc, de nos interlocuteurs, de permettre à ces personnes-là de transmettre cette information et donc de la transmettre au plus grand nombre de praticiens, donc en France, au plus grand nombre de praticiens de la discipline. Ça allait de plus en plus vite et entre la data et l'impact sur la pratique clinique, on s'est aperçu donc que le temps se raccourcissait et donc s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir justement accompagner ces changements et comment on allait aussi pouvoir aider les experts et les praticiens donc à savoir comment cette data allait avoir un impact dans leur pratique clinique. D'où l'idée de créer donc des cas cliniques. Donc on s'est associé avec des experts pour monter des cas cliniques. Donc là, c'est plus particulièrement dans le cancer de la prostate. Donc on a travaillé avec des urologues, des oncologues, des radiothérapeutes, radiologues, pour justement, à partir de données réelles, construire vraiment une arborescence de tous les jours, hein, de ce qu'eux voyaient. Et on a créé donc avec eux, et ils ont créé donc des cas cliniques. Et derrière, on s'est associé avec Interaction Healthcare pour vraiment rendre ces cas cliniques le plus vivant possible. Transformer ça en jeu. Exactement. Ouais. En jeu, et puis vraiment permettre aux personnes d'être au plus près de ce qu'ils vivaient tous les jours. Donc c'est tout ce qu'on a vu auparavant. Je crois qu'on a une petite vidéo pour voir justement à quoi ressemble ce Serious Game. Prospect évolue et devient New Prospect. En plus du cas de Monsieur M, 2 nouveaux cas cliniques inédits ont été créés. De nouvelles interfaces et un graphisme repensé pour plus d'immersion. Un espace dédié regroupe les documents annexes au cas clinique. Dans la salle d'examen, accédez à tous les résultats. Le schéma thérapeutique a été simplifié et les résultats statistiques vous permettent de débattre du cas clinique. Avec New Prospect, découvrez aussi les modalités d'installation simplifiées. Plus complet, plus simple, plus efficace, New Prospect,
votre application de simulation numérique nouvelle génération. Alors ça rejoint un petit peu tout ce que, c'est vous ça, avez vu avant. C'est ce qu'on voyait juste avant. Voilà, Encore une fois, c'est un jeu à la première personne, comme on appelle ça. Donc on joue le rôle du médecin, on est dans le cabinet. Et à ce moment-là, on a quoi? On a une arborescence, on a un certain nombre de choix qui s'offrent à nous, c'est ça? Exactement, on est vraiment dans les conditions réelles, conditions qui ont été vraiment travaillées par des experts. Et après, c'est vraiment une mise en pratique comme ils peuvent le vivre tous les jours donc, dans leur pratique quotidienne. Mais au-delà de ça, concrètement, la manière dont ça se passe, c'est qu'on travaille, nous, avec nos responsables scientifiques régionaux. Et on met en place différentes réunions et ça fait écho à ce qui était dit un petit peu avant, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de permettre aux experts et aux praticiens de travailler en petits groupes déjà depuis plusieurs années. Et il y a un expert, donc un animateur de la réunion. Derrière, devant lui, il y a 9-10 personnes. Chacune des personnes donc a un iPad et l'expert lance la visite. À chaque fin de consultation, parce qu'on est vraiment sur l'évolution de la maladie, donc à chaque stade de la maladie, on s'arrête. Chaque personne donc en salle a son iPad. De manière individuelle, il fait part donc au travers du côté digital de l'outil de ce qu'il aurait fait pour ce patient à ce moment-là de la maladie. Derrière, il envoie les réponses à l'animateur. De manière anonyme, l'animateur projette les résultats et peut vraiment discuter avec l'ensemble des praticiens qui sont en salle. Et ce qui est vraiment très important, c'est qu'on a beaucoup de données aujourd'hui dans ces domaines, que ce soit en oncologie, que ce soit en hématologie. C'est vraiment un prétexte aujourd'hui, en plus de pouvoir discuter de ces données. Si on fait une réunion après un congrès, l'expert peut vraiment rebondir directement sur la donnée qui vient de sortir du congrès pour vraiment en parler et voir avec l'ensemble de ses confrères quelle application ils en feraient donc, dans leur pratique quotidienne. Donc c'est vraiment très réactif, ça permet vraiment des échanges tout de suite dans le temps. Ça permet surtout à l'ensemble des professionnels de santé d'avoir la dernière donnée, d'avoir les meilleures connaissances possibles pour la prise en charge de leurs patients. Et l'objectif, bien entendu, c'est que le patient, à l'arrivée, puisse en bénéficier, parce qu'on est vraiment sur des pathologies aujourd'hui non curatives. L'objectif aujourd'hui, même si nous, en tant qu'industriels, on intervient à un moment de la maladie, c'est vraiment de permettre à ces experts, au travers de ce côté digital, d'éduquer l'ensemble des professionnels de santé sur l'ensemble de la maladie et derrière d'offrir à l'arrivée aux patients tout ce qui pourra dégager des traitements qu'il pourra prendre et tout l'intérêt pour lui dans sa maladie. Dernière question, juste pour terminer très rapidement. Est-ce que vous regardez justement ces nouveaux outils dont on va parler juste après, les masques de réalité virtuelle, de réalité mixte, tous ces outils qui vont permettre de créer des jeux encore plus immersifs, encore plus réalistes, l'intelligence artificielle aussi qui va permettre d'avoir des résultats encore plus fins sur les cas cliniques, c'est des choses qui vous intéressent? Alors c'est des choses qui nous intéressent. Maintenant, à voir comment ce sera développé. Nous, aujourd'hui, on a vraiment fait le parti pris il y a 3 ans de partir sur cette solution, mais on reste complètement ouvert dans le futur. L'objectif, c'est vraiment pour nous que le praticien ait vraiment quelque chose de simple pour lui permettre de bien prendre en charge son patient au quotidien. Donc s'il faut qu'on aille sur ces technologies parce qu'ils estiment qu'il y a un besoin et qu'il y aura un impact fort pour leur pratique au quotidien, nous, du côté industriel, bien entendu, on sera tout à fait ouvert pour pouvoir l'envisager et travailler avec l'ensemble des professionnels du département pour pouvoir y aller. C'est pas la technologie pour la technologie, c'est évidemment tout à fait. L'objectif, c'est vraiment au service du patient et puis pour aider les praticiens dans la prise en charge des patients. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas Quignou. Merci. On peut l'applaudir. Restez ici. Et je vais appeler notre dernière invitée pour les retours d'expérience, Caroline Simon-Pietri, qui va me rejoindre, chargée d'études socio-anthropologiques chez Interaction Healthcare. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, moi, ce qui m'a interpellé, c'est votre fonction socio-anthropologue chez Interaction Healthcare. C'est quoi votre boulot au jour le jour ? Donc moi, mon rôle en fait au sein d'Interaction Healthcare, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je fais un travail de recherche en partenariat avec l'université Paris-Descartes. Et ça fait 2 ans maintenant que je suis chez Interaction Healthcare. Donc en fait, j'ai 2 rôles. Tout d'abord, c'est étudier un peu les contraintes de diffusion de nos innovations. Donc là, c'est les outils de simulation numérique. Et comprendre l'impact chez l'usager final, donc soit les étudiants et les professionnels de santé en ce qui concerne les outils de simulation numérique, les consultations virtuelles.
Donc pour ça, je l'avais déjà expliqué l'année dernière. Donc en fait, je me mets dans plein de projets. Je les étudie de la création à la réception par des observations participantes et des entretiens semi-directifs, qui est la méthodologie principale en anthropologie. Sachant que le rôle d'un anthropologue, ça marche mieux, c'est d'analyser des situations en plein changement. Donc c'est le cas en ce moment. Donc je me mets au sein d'Interaction Healthcare. Je suis dans plusieurs projets, donc aussi bien Patient Genesis que Medicactive, des formations pour les laboratoires, donc en groupe, comme on a parlé tout à l'heure, pour des consultations d'urgence ou plus pour des consultations pour des prises en charge, accompagnement de maladies chroniques. Donc par l'analyse, en fait, je vais me balader dans ces projets, je vais essayer d'apporter mon expertise comme je peux. Et à la fin, en fait, je vais faire une grosse base de données comparative d'analyse de tous ces projets. Donc j'ai essayé de comprendre en fait la diffusion, l'impact que pourrait avoir la création de cas cliniques, comparé à la résolution de cas cliniques, quelles seraient les différences entre une formation initiale et continue, les différences entre les formations collectives et individuelles, et aussi les différences entre les soins d'urgence comme en anesthésie et réanimation, ou en cabinet pour la prise en charge de maladies chroniques comme le diabète, c'est plus un accompagnement sur le long terme. Donc en fait, toujours pareil, je vais essayer de comprendre les contraintes pour la diffusion, pour en réfléchir en interne, pour essayer de trouver des nouveaux leviers d'action, essayer de contourner quand il y a eu des problèmes, des bugs, essayer de trouver des nouvelles solutions et des nouvelles idées pour de nouvelles applications. Ensuite, je voudrais essayer de comprendre surtout l'impact que peut avoir l'apprentissage, les outils dans l'apprentissage des professionnels de santé. Donc je suis allée voir un peu dans la littérature pour comprendre un peu tout ce qui se disait quant à l'efficacité de la simulation numérique. Alors déjà, il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de publications, chacun dit un peu tout et n'importe quoi. N'empêche que la majorité des études, quand même, trouvent qu'il y a un avantage dans la simulation par rapport à une formation virtuelle. Pourquoi ? Parce que ça peut diminuer le temps de formation, ça peut améliorer la réflexion et la résolution de problèmes, et ça peut améliorer la rétention mnésique. Il y a aussi des études qui montrent que les résultats entre une formation traditionnelle et une formation par simulation, finalement, sont assez comparables. Donc on a un peu de mal à trancher entre tout ça, n'empêche que ce qu'il faut quand même bien retenir, c'est qu'à chaque fois qu'on remarque que finalement une formation traditionnelle et une formation par simulation, les résultats sont plus ou moins comparables, il n'y a jamais de discrédit de la simulation numérique, il n'y a jamais de résultats négatifs, soit c'est comparable mais c'est jamais en dessous, et surtout il y a toujours un consensus, et ça c'est extrêmement important, c'est que ça améliore l'estime de soi, il y a toujours un entrain à l'amusement de vouloir apprendre par ces outils-là. Et on sait très bien, même si la différence est minime, que quand on est amusé et qu'on est motivé à apprendre, on apprend mieux, même s'il n'y a pas un écart significatif. Voilà. Donc tout ça c'est pour des études quantitatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des études quantitatives, Donc il faut une cohorte énorme de patients, c'est très compliqué à mettre en place, et puis on ne peut pas vraiment savoir ce qui serait passé sur les outils de simulation, peut-être que l'apprenant il aura aussi bien appris. Donc quoi qu'il en soit, pour pouvoir quand même bien comprendre la qualité d'une formation et comprendre si elle est efficace, bien sûr il faut faire des études quantitatives d'efficacité, bien sûr, mais il faut aussi regarder comment ça se passe au sein de la formation, comment est le formateur, quelles sont les instructions qu'il donne aux apprenants, comment les apprenants s'entraînent entre eux, etc. Et ça va être mon rôle en tant qu'anthropologue, justement à la différence d'études très quantitatives. Je voulais conclure sur tout, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que depuis le début du XXe siècle, il y a énormément d'études sur l'apprentissage pour essayer de comprendre quels peuvent être les facteurs qui vont stimuler l'apprentissage. Et bien, il se trouve que la simulation numérique, elle les a tous. Elle est proche de la réalité clinique et elle fait appel à différents ressorts de la mémorisation. Elle stimule l'ouïe, la vue, etc. Donc déjà ça, Edgar Dale l'avait déjà dit par son cône d'apprentissage, bien connu. Déjà, de toute façon, ça stimule l'apprentissage. Ensuite, il y a le fait d'être par essai-erreur. Finalement, c'est comme dans la pratique médicale. Donc déjà, on est comme dans la proche de la réalité clinique. Mais en plus, l'apprenant, il va arriver sur son iPad, il va examiner le dossier médical, il va aller regarder des annexes, il va écouter, il va poser des questions à son patient, et finalement, il va lui proposer un examen, il va voir le résultat. Et c'est ça, cette démarche par essai-erreur, ça, elle est extrêmement importante pour apprendre et pour retenir. Ça, c'est pour consolider l'information mnésique, c'est la meilleure des solutions, c'est de comprendre de ses erreurs et des conséquences de ses actes. Un peu comme dans la vraie vie, sauf que là, justement, on ne tue pas le patient, parce que c'est en avatar. Ensuite, le fait d'être en exploration libre dans l'interface, ça c'était montré pareil par énormément de psychologues et d'éducateurs, que de toutes les façons, le fait d'être libre, en immersion totale dans la plateforme, avant d'avoir des résultats ou avant de pouvoir échanger, ça apporte aussi un avantage. Ensuite, dans les cas des formations continues, quand ils peuvent échanger entre pairs à la suite, comme le disait Caroline Allemand et d'autres,
ça favorise énormément l'apprentissage en fait. Ils vont pouvoir discuter de leur pratique, discuter de leurs échanges, et c'est un peu toujours dans une même logique d'essai-erreur. Ils vont réfléchir à ce qu'ils ont fait, ils vont comparer à la pratique du voisin, et ça, ils vont mieux retenir. Et ensuite, je l'avais déjà dit, mais caractère ludique de l'outil de la formation, ça stimule la mémorisation, ça stimule l'apprentissage, donc finalement, ça permet quand même d'apprendre. Donc, si les études sont peut-être un peu contradictoires, déjà, il n'y a pas de résultat négatif. En plus, on sait que la simulation stimule absolument tous les ressorts de la mémorisation. Donc, tout ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la simulation permet un apprentissage actif et non passif, comme ça l'était avant. Donc, on est en plein changement. Je voudrais vous montrer juste une petite vidéo qui illustre bien justement ce propos. Donc, par rapport à des soins d'urgence, c'est un reportage qui est passé sur M6 il y a 10 jours à peu près. Avez-vous pris un médicament contre les céphalées? Oui, du paracétamol à 9h30. Dans cette université parisienne, cet étudiant en médecine essaie de diagnostiquer un patient. Quelque chose qui ressemble à une énergie. Pour arriver à cette conclusion, il doit lui faire passer toute une batterie de tests. En fait, il choisit à chaque fois ce qu'il veut faire. Donc il y a des choses qui sont bien à faire pour ce patient, donc qui est tombé, et d'autres choses qui ne sont pas nécessaires. Et donc au fur et à mesure, il va gagner ou perdre des points. L'objectif, permettre aux étudiants de s'entraîner en prenant des décisions virtuelles. Quand l'écran de fin arrive parce qu'on a oublié quelque chose de très important, ça fait un choc quand même de se dire « Ah quand même, ça aurait été vrai, j'aurais pu tuer quelqu'un ». Encore en phase d'essai, ce jeu vidéo fera partie du programme de l'université dès la rentrée prochaine. Voilà, j'espère qu'il va s'entraîner encore un peu. Donc c'était justement, j'aimais bien cette réflexion de l'étudiant justement, voilà, c'est ça l'apprentissage par essai-erreur, c'est ça un apprentissage actif, et ça lui fait un choc, et donc il ne reproduira pas l'erreur quand il sera face à son patient. Donc c'est pour ça que... Oui. C'est une bonne illustration, effectivement. Merci beaucoup, merci Caroline Pietri. Je ne sais pas si on est un peu rac au niveau du temps. Si vous avez une ou deux questions quand même, je vois qu'il y a des doigts qui se lèvent dans la salle, on va prendre le temps quand même, 5 minutes juste pour répondre à une ou deux questions et passer à la suite. Encore une fois, nos intervenants restent un petit peu après, vous pourrez aller discuter avec eux sans aucun problème. Des questions, je voyais des doigts qui se levaient dans la salle. C'est professeur Stassini? Non, vous voulez poser une question? Ah bah allez-y, je vous en prie. Finalement, on parle du patient, mais on parle beaucoup de professionnels. Et je m'interroge depuis pas mal de temps maintenant sur le patient en salle d'attente. Tout à l'heure, on a vu des patients en salle d'attente. Ils ne parlent pas, ils ne sont pas entre eux. On a une socio-anthropologue. Vous parliez de compliance, d'observance, d'adhésion. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est sous-jacent? Alors peut-être que c'est déjà en boîte et ça va sortir dans quelques moments. Mais comment est-ce qu'on peut amener... il y a des tables de salon qui sont interactives maintenant. Il y a des tablettes sur lesquelles on peut apporter une information. Il y a pas mal de papiers qui, on va dire, essayent de travailler sur la répétition pour essayer de modifier les comportements, en particulier chez les obèses. Et ça commence à apparaître dans la littérature scientifique. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Sur est-ce qu'on peut amener quelque chose aux patients dans la salle d'attente? L'idée est excellente et effectivement, il y aurait des choses à faire vu parfois le temps qu'ils y restent en plus, donc il pourrait facilement être facilement intéressant en fait d'en faire quelque chose. Pourquoi pas? Après, il me semble que c'est très dépendant de l'organisation de chaque service et des consultations. C'est pas forcément si évident que ça. Et dans une autre vie, en fait, j'ai eu la possibilité de mettre à disposition en salle d'attente des hôpitaux des supports d'information pour le patient sur les maladies chroniques, comme les maladies inflammatoires chroniques en rhumatologie. Et il se trouve qu'on n'a pas eu le succès escompté. Parce que quelque part, alors, enfin, c'est juste mon point de vue que je vous donne, mais le patient dans la salle d'attente, il est concentré sur sa consultation, sur sa maladie, sur ce qu'il doit dire à son médecin et pas oublier de dire. Et on a beaucoup de mal en fait à l'emmener un petit peu plus loin. Voilà. Mais je pense que effectivement, avec tous les supports maintenant digitaux qu'on a à disposition, il est certainement possible d'adapter ces supports à ce moment-là d'attente du patient. Une autre question dans la salle? Non? Eh bien, on va passer à la suite. Merci beaucoup à tous nos intervenants, on peut les applaudir.